Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai vu le message. Mon cœur a sombré et mes mains ont commencé à trembler. C'était un simple message de mes parents. Nous avons remboursé les prêts étudiants d'Emma. Tu es prête, tous les siens, jusqu'au dernier centime. Mais ensuite, j'ai vu l'astuce. Votre solde est toujours à votre charge. Si vous avez déjà travaillé 2 fois plus dur pour n'être traité qu'à moitié, si vous avez vu quelqu'un d'autre recevoir toute l'aide alors que vous en portiez le poids tout seul, alors vous comprendrez peut-être ce que j'ai ressenti. Je m'appelle Sarah et j'ai 31 ans. Il ne s'agit pas seulement de prêts étudiants, il s'agit d'être rejeté et négligé. J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre comment cela pouvait être réel. Nous avons obtenu notre diplôme ensemble. Même école, même notes, même diplôme. Pourtant, elle bénéficie d'un nouveau départ, d'une ardoise propre, et je me retrouve noyée dans mes dettes. Comment ont-ils pu faire ça? Après tout, après toutes ces années où j'ai travaillé plus dur, où j'ai fait tant de sacrifices pour m'assurer qu'ils me considéraient comme quelqu'un de valable, et c'est ainsi qu'ils me remercient. Rien, absolument rien. En grandissant, mes parents m'ont toujours dit que la famille elle était essentielle. Nous étions censés former une équipe, nous soutenir mutuellement quoi qu'il arrive. Mais d'une manière ou d'une autre, l'équipe était toujours composée d'Emma et de tous les autres, mais jamais de moi. Je ne m'étais pas contentée de suivre des cours de médecine et de travailler à temps partiel comme beaucoup de mes camarades. J'avais pris le relais et assumé les lourdes tâches de l'entreprise familiale. Notre famille possédait un petit cabinet médical et pendant des années, c'est moi qui gérais les finances, payais les factures et veillais à ce que tout se passe bien pendant qu'ils se concentraient sur les patients. Dans les moments difficiles, c'est moi qui prenais des gardes supplémentaires, qui faisais des heures supplémentaires et qui tenais même les comptes en ordre, sans poser de questions. Je passais des heures à m'assurer que tout allait bien pour le cabinet, qu'il s'agisse de gérer les salaires ou les comptes des patients. Je faisais tout cela en silence, et sans hésitation, persuadée que la famille passait avant tout. Mais rien de tout cela ne semble avoir d'importance. Je devais tout faire parce qu'Emma était occupée à être le visage du cabinet, occupée par les événements scolaires, occupée par tout ce qui lui venait facilement à l'esprit. Elle avait le talent, le charme, la capacité de tout faire paraître sans effort. Pendant ce temps, je faisais le travail de base, le travail en coulisses qui permettait aux choses de fonctionner sans heurts. Et quand est venu le moment de rembourser les prêts, le moment de nous montrer à tous les deux que nous étions égaux après tout ce que nous avions traversé ensemble, ils ont choisi Emma. Emma qui avait les avantages, les privilèges et la facilité d'être leur enfant chéri. Et moi, je restais avec tout, le travail et les dettes. Alors oui, c'est important. Il ne s'agissait pas seulement de prêts. Il ne s'agissait pas de chiffres sur un écran. Il s'agissait d'années passées au second plan, à être toujours celui qui devait prendre le siège arrière et se sacrifier sans un seul mot de reconnaissance. Comment ont-ils pu me faire ça? Comment ont-ils pu prendre tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais donné, et tout donner à Emma sans la moindre hésitation? Je n'étais pas seulement en colère. J'avais le cœur brisé. Ce n'était pas une question d'argent, mais de respect. Et j'en avais fini avec cette quête. Si vous avez déjà travaillé 2 fois plus dur pour être traité 2 fois moins, si vous avez vu quelqu'un d'autre bénéficier de toute l'aide alors que vous étiez seul à porter le poids, vous comprendrez alors ce que j'ai ressenti. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà été à ma place. Dites-moi d'où vous regardez. Parce que je sais que je ne suis pas la seule. Et des histoires comme celle-ci ne se produisent non pas par hasard. Elles sont enterrées. Il est temps de les mettre en lumière. Je m'appelle Sarah. J'ai toujours été la plus discrète, la plus fiable. Ma sœur jumelle, Emma, a toujours été l'enfant chéri. Vous savez, celui qui ne peut pas faire de mal, celui qui reçoit toujours les éloges, l'attention et les avantages, alors que j'étais toujours celui qui était dans les coulisses, travaillant tranquillement pour rester dans le coup, pour faire ce que j'avais à faire. Mais quels que soient de mes efforts, Emma semblait toujours occuper le devant de la scène.
En grandissant, c'était toujours la même chose. Nos parents n'arrêtaient pas de parler d'Emma. Elle était la star à leurs yeux, celle dont tout le monde parlait. Elle avait l'allure, le charme et l'assurance sans effort. J'étais celle qui se contentait de faire ce qu'il y avait à faire. Je veillais à ce que tout soit fait. J'aidais aux tâches ménagères. Je faisais mes devoirs et je ne faisais pas de vagues. Mais peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez pour occuper le devant de la scène. Et c'est peut-être pour cela que j'ai toujours cru que lorsque nous aurions tous les deux obtenu notre diplôme de médecine, lorsque nous aurions tous les deux traversé cette scène avec nos diplômes, les choses changeraient enfin. C'était notre moment de briller également, ensemble. Du moins, c'est ce que j'espérais. Mais même là, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais imaginé. Bien sûr, nous avons tous les deux travaillé dur. Nous sommes restés tard à étudier. Nous avons fait des nuits blanches et nous avons à peine eu une vie sociale. Nous avons tous les deux obtenu notre diplôme, côte à côte, dans la même classe, avec le même grade. Mais il y a une différence. J'ai dû travailler à temps partiel pendant toute la durée de mes études et j'ai eu du mal à m'en sortir, alors qu'Emma a eu la vie plus facile. Elle n'avait pas besoin d'heures supplémentaires. Elle n'a pas eu à se battre avec les factures comme je l'ai fait. Ce n'est pas que mes parents étaient riches, ils avaient leurs propres charges financières. Mais je voulais les aider, je voulais les soulager d'un certain poids. Elle était la star à leurs yeux, celle dont tout le monde parlait. Elle avait l'allure, le charme et l'assurance sans effort. J'étais celle qui se contentait de faire ce qu'il y avait à faire. Je veillais à ce que tout soit fait. J'aidais aux tâches ménagères. Je faisais mes devoirs et je ne faisais pas de vagues. Mais peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez pour occuper le devant de la scène. Et c'est peut-être pour cela que j'ai toujours cru que lorsque nous aurions tous les deux obtenu notre diplôme de médecine, lorsque nous aurions tous les deux traversé cette scène avec nos diplômes, les choses changeraient enfin. C'était notre moment de briller également, ensemble. Du moins, c'est ce que j'espérais. Mais même là, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais imaginé. Bien sûr, nous avons tous les deux travaillé dur. Nous sommes restés tard à étudier. Nous avons fait des nuits blanches et nous avons à peine eu une vie sociale. Nous avons tous les deux obtenu notre diplôme, côte à côte, dans la même classe, avec le même grade. Mais il y a une différence. J'ai dû travailler à temps partiel pendant toute la durée de mes études et j'ai eu du mal à m'en sortir, alors qu'Emma a eu la vie plus facile. Elle n'avait pas besoin d'heures supplémentaires. Elle n'a pas eu à se battre avec les factures comme je l'ai fait. Ce n'est pas que mes parents étaient riches, ils avaient leurs propres charges financières. Mais je voulais les aider, je voulais les soulager d'un certain poids. Ils ont travaillé si dur toute leur vie, et je voulais les soulager. J'ai donc fait plus d'heures que je ne pouvais en faire, jonglant avec les gardes à l'hôpital et dans le commerce de détail pour pouvoir payer mes frais de scolarité et mes factures. Le travail ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'est qu'Emma ne semblait jamais avoir le même poids sur les épaules. J'avais l'impression que tout était facile pour elle, qu'elle traversait la vie sans se soucier de rien, alors que je croulais sous les dettes, m'inquiétant de savoir comment joindre les deux bouts. Je me suis dit que si je continuais à avancer, si je continuais à pousser, je pourrais peut-être aider mes parents à respirer un peu mieux. Je voulais leur prouver que j'étais capable de tout gérer, comme Emma semblait toujours le faire. Et le pire, c'est que nos parents ne l'ont pas vu. Nos parents ne l'ont pas vu. Ou du moins, ils ne semblaient pas s'en soucier. Ils étaient tellement occupés à vanter les mérites d'Emma, son charme, sa beauté, sa capacité à obtenir tout ce qu'elle voulait, qu'ils n'ont pas remarqué les sacrifices que je faisais. Quelques jours après le message, Emma m'a appelée. Non pas pour parler des prêts, non pas pour me demander comment j'allais, mais pour me dire que c'était trop compliqué d'organiser ses vacances à Santorin. Elle n'arrêtait pas de parler des vols, des options de villa, de la couleur des bikinis qu'elle devait emporter. Je suis restée silencieuse, la laissant parler, me demandant si elle se rendait compte que j'avais à peine les moyens de faire des courses. Lorsqu'il y a enfin eu une pause, je lui ai dit que je faisais des heures supplémentaires pour couvrir le remboursement de mon prêt étudiant. Elle a à peine réagi. Elle a juste dit «
Je ne peux pas imaginer être stressée par l'argent en ce moment. C'est tellement épuisant. Puis elle s'est remise à parler de serviettes de plage. Voilà ce qu'était Emma. Charmante, désemparée et totalement insensible à la réalité. Ils n'ont jamais vu les nuits tardives, l'épuisement, le jonglage constant avec les responsabilités. Je ne m'attendais pas à un défilé, mais peut-être qu'une petite reconnaissance aurait été la bienvenue. Peut-être que, juste une fois, on m'aurait reconnu pour tout ce que j'avais fait, mais cela n'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai gardé la tête baissée. Je me disais, une fois que nous aurons obtenu notre diplôme, tout sera différent. Les dettes que nous avions accumulées à l'école de médecine seraient derrière nous et notre avenir serait le même. Mais j'avais tort. J'avais tellement tort. Cela s'est passé un mercredi. Je venais de rentrer d'une longue garde à l'hôpital, à peine capable de garder les yeux ouverts. Ma boîte de réception s'est mise à clignoter, et c'était de la part de mes parents. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une autre mise à jour générique, quelque chose à propos de la famille, ou peut-être un message de ma mère me demandant comment j'allais, rien d'extraordinaire. Mais dès que je l'ai ouvert, tout a changé. Le texte était court, presque trop court pour être compris au début. Il se lisait comme suit. Nous avons remboursé les prêts étudiants d'Emma. Nous avons remboursé les prêts étudiants d'Emma. Votre solde est toujours à votre charge. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fixé l'écran, ne comprenant pas, ne croyant pas ce que je lisais. Les emprunts d'Emma, payés. Mon solde, toujours à ma charge. J'ai cligné des yeux, sentant les mots se brouiller au fur et à mesure que la réalité de ce qu'ils avaient fait s'imposait à moi. Ils avaient remboursé les prêts d'Emma, tous les siens. Et j'étais là, toujours enterrée dans le mien. J'ai lutté, je me suis débrouillée, j'ai vécu d'un chèque à l'autre, j'ai fait des heures supplémentaires. J'ai jonglé avec les factures, et pourtant Emma a fait table rase du passé. Je me suis retrouvée avec tout ce que je m'étais efforcée de rembourser par mes propres moyens. Et il n'y a pas eu d'excuses, pas d'explications. Juste un texte froid et impersonnel. Je n'arrivais plus à respirer. Mon esprit s'emballait. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu la préférer à moi une fois de plus? Après tout ce que nous avons traversé ensemble, après toutes ces années passées à l'avoir bénéficié de toutes les opportunités, de toutes les chances sans jamais vraiment travailler pour cela, c'est ainsi que j'ai été récompensée? Je ne savais pas si je devais pleurer ou crier. Alors je suis restée assise, fixant l'écran, sentant le poids de la trahison s'installer sur moi comme un épais brouillard. Ce n'était pas seulement l'argent, il ne s'agissait même pas des prêts, bien que j'ai passé les dernières années à essayer de me sortir de l'endettement pendant qu'Emma s'en sortait. Non, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. Il s'agissait de tout. Toutes ces années où j'ai eu l'impression de n'être jamais assez, où j'ai sacrifié tant de choses sans rien recevoir en retour. Toutes ces fois où je suis restée silencieuse, où j'ai fait ce que j'étais censée faire, et où j'ai baissé la tête pendant qu'Emma recevait toute l'attention, toutes les louanges, toute l'aide. Et maintenant, cela recommence. La réalité m'a frappé plus fort que tout ce que j'avais ressenti auparavant. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'avais lutté bec et ongles pour tout ce que j'avais. J'ai travaillé si dur, j'ai repoussé mes limites juste pour être vue, juste pour être reconnue. Je pensais que lorsque nous serions tous les deux diplômés, lorsque nous serions tous les deux là, debout, avec nos diplômes, les choses seraient enfin différentes. Mais ce n'était pas le cas. Emma était toujours celle qui comptait, celle à qui l'on donnait tout, et j'étais toujours celle qui restait dans l'ombre. Ce message n'était pas seulement une question d'argent, c'était une gifle. Cela m'a rappelé que, quoi que je fasse, quels que soient mes efforts, j'étais toujours un pis-aller. Celle qu'il négligerait toujours. Et je n'en pouvais plus. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que j'avais évité pendant si longtemps. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner leur approbation, à essayer d'être la fille dont ils pourraient être fiers. Mais cela n'arriverait jamais. Ils ne me verraient jamais pour ce que j'étais, pour ce que j'avais fait. Pas vraiment. Et peut-être, juste peut-être,
qu'il était temps que j'arrête de me soucier de leur approbation et que je commence à vivre pour moi-même. La rage, la douleur n'ont pas été immédiates. Il ne s'agissait pas de se défouler, mais la clarté qui s'en est suivie était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je n'avais pas besoin d'eux. Je n'avais plus besoin de leur aide, de leur validation ou de leur approbation. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, a marqué le début de ma transformation. Je suis restée assise fixant l'écran, incapable d'assimiler ce que je venais de lire. Le texte de mes parents est resté gravé dans mon esprit. Les prêts d'Emma ont été remboursés. Les vôtres, c'est toujours à toi de t'en occuper. Les mots n'avaient pas de sens. Après tout ce que nous avions vécu, après tout ce que j'avais fait, comment pouvait-il penser que c'était acceptable? Mais alors que le choc s'installait, quelque chose d'autre m'a frappé plus fort. Les années que j'avais passées à me retirer discrètement, à laisser Emma briller, j'avais été la personne fiable, celle qui était toujours là, qui ne faisait jamais de vagues, qui ne demandait jamais de reconnaissance. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui d'autre, tout en supportant le poids des charges financières de la famille, le travail émotionnel pour tout maintenir ensemble. Et pourquoi faire? Pour être invisible? Je leur avais tout donné. Mon temps, mon énergie, mes rêves. Je pensais que si je continuais à pousser, à faire ce qu'ils demandaient, peut-être qu'un jour ils me verraient, voir la personne que j'étais, au-delà de la fille sur laquelle on pouvait compter pour toujours faire ce qu'il fallait. Mais ce jour n'est jamais arrivé. C'était toujours Emma. Elle était celle dont il se vantait. Elle était celle qui recevait les éloges. C'était celle à qui tout arrivait si facilement. Et moi? J'étais celui qui faisait avancer les choses dans l'ombre, celui qui réglait les problèmes, celui qui faisait tourner la machine. Et je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais à la fin, c'était clair. J'avais donné, et ils ne m'avaient jamais vu pour ce que j'étais vraiment. Même si cela me faisait mal, même si cela me brûlait de voir avec quelle facilité ils me rejetaient, je n'allais pas laisser cela s'arrêter là. J'en avais fini d'être la personne qui restait en arrière-plan, qui jouait tranquillement le rôle de la fille dévouée. Ce n'est plus le cas. Pas cette fois-ci. Je n'allais pas laisser la vie sans effort d'Emma, la vie que tout le monde admirait, être la mesure de ma valeur. Une résolution tranquille a commencé à se former en moi. Ce n'était pas une résolution de colère, ce n'était pas une rage dramatique et dévorante. C'était différent. C'était une certitude calme que ce moment, celui où il m'avait montré une fois de plus que je n'étais pas important, allait être le tournant. Je n'allais pas m'emporter ou faire une scène. Je n'allais plus les supplier de m'approuver. Non, j'allais leur montrer, me montrer à moi-même, que je pouvais m'élever au-dessus de tout cela, que je pouvais tout accomplir par moi-même, sans avoir besoin de leur favoritisme ou de leur validation. Je n'avais pas besoin de leur argent. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. Ce dont j'avais besoin, c'était de la satisfaction de savoir que je pouvais réussir par mes propres moyens. Je pouvais le faire. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de rembourser des prêts ou de se battre pour obtenir leur approbation. Il s'agissait pour moi de réécrire ma propre histoire, et j'en avais assez de jouer leur jeu. Lorsque j'ai annoncé à mes parents que je m'occuperais moi-même de mes dettes, je ne m'attendais pas à une grande réaction. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils m'ignorent complètement. Ils n'ont pas dit un mot lorsque j'ai posé mes limites, lorsque j'ai arrêté les virements mensuels sur leur compte. C'était comme si je n'existais plus, comme si j'étais devenu un inconvénient de plus. J'ai attendu qu'ils disent quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y a rien eu. Pas de colère, pas de surprise, pas d'excuse, juste le silence. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ils essaieraient de comprendre pourquoi je faisais ça. Peut-être qu'ils verraient trop ma douleur, qu'ils verraient à quel point je souffrais d'être traitée de cette façon, d'être abandonnée au profit d'Emma.
Au lieu de cela, ma mère a envoyé un message de félicitations à Emma, lui disant à quel point elle était fière que ses prêts aient été remboursés. Je pouvais presque entendre le sourire dans ses mots lorsqu'elle félicitait Emma pour son nouveau départ. Et j'étais là, assise sur la même chaise que j'avais occupée pendant des années, brisée, en difficulté, et seule. Ils n'ont même pas reconnu que je souffrais. Ils ne se sont pas souciés des sacrifices que j'ai faits, de la façon dont j'ai enterré mes propres rêves pour être la fille sur laquelle ils pouvaient compter. J'étais celle qui tenait la famille ensemble, celle qui faisait des heures supplémentaires, celle qui faisait tout ce qu'il fallait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Cela n'a plus d'importance. J'ai commencé à en ressentir le poids de toutes ces années passées à être invisible, à n'être rien de plus qu'une ombre dans ma propre famille. J'ai pensé aux moments que j'avais abandonnés, aux choses que j'avais manquées, juste pour qu'ils puissent avoir leur petite famille parfaite avec Emma au centre. J'ai commencé à me poser des questions. Étais-je trop sévère? Est-ce que je réagissais de manière excessive à quelque chose qui me semblait si petit dans le grand ordre des choses? J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, j'avais fait une erreur. J'aurais peut-être dû me résigner, continuer à jouer la bonne fille et poursuivre le chemin que j'avais toujours emprunté. Après tout, c'est ce que j'avais fait toute ma vie. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas continuer à le faire. Je ne pouvais pas continuer à sacrifier mon bonheur, ma tranquillité d'esprit pour des gens qui ne me voyaient même pas. Il ne s'agissait pas seulement des prêts. Ce message a soulevé quelque chose de plus profond, une sorte de lourdeur que je portais depuis tant d'années sans même m'en rendre compte. J'ai toujours été celle qui rendait les choses plus faciles. Celle qui ne demandait pas grand-chose, qui se taisait, qui s'assurait que tout le monde allait bien et se détendait. Et à cause de ça, je suppose qu'ils ont supposé que j'irais bien, que j'irais toujours bien. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. L'idée de reprendre ce rôle, d'être celle qui maintient la paix, qui avale la douleur, qui reste silencieuse pour que la famille continue à fonctionner, m'a serré la poitrine. J'étais fatiguée d'être la fille facile. J'en avais assez de disparaître. Je ne les laisserai plus me contrôler. Je ne les laisserai pas me dicter ma valeur. J'avais assez donné. J'avais porté le poids de la famille pendant si longtemps, et il était temps pour moi de me défendre. La culpabilité qui s'était accumulée en moi pendant des années, culpabilité de vouloir être plus, culpabilité de vouloir être vue, a lentement commencé à se dissiper. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de moi, de mon avenir et de ma liberté. Les pensées se bousculent dans ma tête. C'est un tourbillon d'émotions. Je me suis sentie trahie, mais quelque chose d'autre grandissait en moi. Une détermination tranquille et constante. C'était un sentiment que je n'avais pas eu depuis des années. Un sentiment que peut-être, juste peut-être, je pouvais enfin être la personne que je voulais être. Pas une bonne fille, pas la sœur parfaite. Juste moi. Plus de faux semblants. Fini de se dérober. Je n'ai pas réagi de manière excessive. Je n'étais pas dure. J'avais pris ma décision et je n'allais pas revenir en arrière. Peu importe qu'ils comprennent, peu importe qu'ils aient reconnu ma douleur. Ce qui comptait, c'était que je me voyais enfin telle que j'étais, et je n'allais plus les laisser me l'enlever. Je n'ai pas sauté dans l'action avec une explosion de colère. Je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas non plus fait de grandes annonces ou planifié un grand retour. J'ai simplement commencé à faire ce que je pouvais, une chose à la fois, tranquillement et selon mes propres conditions. Cela faisait des années que je vivais avec le poids des dettes, et il était temps de faire quelque chose. La première étape était simple, rembourser mes prêts étudiants. L'argent que je gagnais en tant que médecin était loin d'être luxueux, surtout avec les factures qui s'accumulaient. Mais j'ai commencé à faire des gardes supplémentaires à l'hôpital. À chaque paie, je consacrais le maximum d'argent aux prêts, en réduisant tout le reste. Plus de dépenses inutiles, plus de luxe.
Ce n'était pas une partie de plaisir, mais c'était nécessaire. À chaque paiement, je me sentais un peu plus léger, un peu plus maître de ma vie. Mais je savais que ce n'était que le début. Rembourser les prêts n'allait pas suffire. Je devais construire quelque chose de plus. Une vie où je n'avais besoin de l'approbation ou de l'aide de personne. J'ai donc commencé à me concentrer sur les choses que je pouvais contrôler. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à travailler en réseau. Cela n'a pas été facile, surtout après des années d'oubli. Mais je me suis surpassée. J'ai tendu la main à des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, à d'anciens camarades de classe, à d'anciens collègues, à tous ceux qui pouvaient me donner des conseils ou me mettre en contact avec eux. Un après-midi, j'ai reçu un message d'Alex, un ancien camarade de classe qui travaillait dans un domaine médical similaire. Nous avons parlé pendant des heures. J'ai expliqué ce qui s'était passé avec mes parents, comment ils avaient remboursé les prêts d'Emma et ignoré les miens. Il m'a écouté. Lorsque j'ai terminé, il ne s'est pas contenté d'exprimer sa sympathie comme tant d'autres l'avaient fait. Il m'a proposé quelque chose de bien plus précieux, un plan. Il a vu mon potentiel et c'est là que tout a basculé. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vraiment vu. Il ne s'est pas contenté de se sentir mal pour moi. Il a reconnu ce que je pouvais faire avec les bonnes ressources, les bonnes relations. Il m'a donné des conseils sur la manière de me rendre plus visible dans mon domaine et de tirer parti de mes compétences d'une manière à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. En écoutant, je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais pas encore totalement comprise. J'avais été invisible pendant trop longtemps. Mais maintenant, les gens commençaient à me remarquer, non pas comme l'ombre d'Emma ou la fille tranquille et fiable, mais comme quelqu'un qui avait de réelles compétences et une présence réelle. J'avais commencé à publier de courtes études de cas à partir de mes visites, partageant des idées sur des maladies rares dans un forum interne que la plupart des gens ignoraient. J'ai également pris l'initiative de faire une présentation lors d'une conférence hospitalière, lorsqu'un autre résident s'est désisté à la dernière minute. J'étais nerveuse, mais je l'ai fait, et cela a attiré l'attention. Cette reconnaissance a allumé un feu en moi. Pour la première fois, je n'étais pas un simple visage dans le couloir, mais quelqu'un qui méritait d'être écouté. Je n'allais plus laisser mes parents, ni Emma ni personne d'autre définir ma réussite. Je n'allais pas leur jeter de l'argent à la figure, ou m'énerver de manière dramatique. Ce serait trop facile, trop évident. Au lieu de cela, j'ai commencé à construire ma propre vie, tranquillement, stratégiquement. Je me suis concentrée sur l'acquisition d'une plus grande expertise, sur la création de réseaux et sur le développement de ma présence professionnelle. Je savais que pour m'épanouir sans eux, je devais d'abord me le prouver à moi-même. Je devais montrer que je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur argent ou de leur reconnaissance. Je réussirais selon mes propres termes, et ce serait la plus satisfaisante des vengeances. Les choses commençaient enfin à se mettre en place. Je remboursais mes emprunts, j'établissais des contacts et je me faisais lentement une place dans mon domaine. La dette diminuait, tout comme le poids invisible que j'avais porté pendant des années. Mais alors que je pensais que tout était sur la bonne voie, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. L'hôpital avait un poste à pourvoir pour une bourse prestigieuse, un poste que je souhaitais depuis des années, mais que je pensais hors de portée. C'était ma chance de passer à l'étape suivante, de prouver que je n'étais pas seulement la sœur d'Emma, ou celle qui est calme et fiable. Mais il y avait un hic. Cette bourse était très compétitive, et n'était accessible qu'aux personnes ayant les bonnes relations, et surtout, une solide recommandation de la part d'un membre du comité d'examen. Je ne m'attendais pas à avoir une chance, mais lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur le comité, j'ai vu quelque chose qui m'a fait bondir. L'un des membres du comité était mon ancien professeur, le Dr Thompson. Il y a des années, lors de mon projet de recherche, j'avais travaillé à ses côtés, consacrant de longues heures à l'aider dans son étude. À l'époque, je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention, c'était juste une tâche de plus que j'assumais sans rien attendre en retour. Mais aujourd'hui, ce lien, ce moment, était tout ce dont j'avais besoin. J'ai senti un changement dans ma poitrine.
La prise de conscience m'a frappée comme une vague. J'avais un effet de levier. Il ne s'agissait plus de mendier de l'aide ou de faire des pieds et des mains pour se faire remarquer. J'avais quelque chose à offrir maintenant. Je n'étais plus seulement la bonne fille, celle qui faisait passer les autres en premier. J'avais fait mes preuves par mon travail acharné et ma détermination, et maintenant les gens commençaient à le reconnaître. Le docteur Thompson se souvenait de moi, et je savais qu'il verrait la valeur que je pouvais apporter à la bourse. Pour la première fois, je ne me suis pas senti invisible. Je me sentais puissant. Je m'étais forgé une réputation. J'avais gagné le respect, et maintenant cela portait ses fruits. C'était le moment. Le moment que j'attendais pour le changement de pouvoir. Ce n'était plus moi qui devais faire mes preuves. Maintenant, d'autres étaient prêts à parier sur moi, et avec ça, tout a changé. Le message est arrivé alors que j'étais assis à mon bureau, reprenant encore mon souffle après ces dernières semaines de dur labeur. Il provenait de l'hôpital. J'ai ouvert le courriel avec prudence, le cœur battant. C'était officiel. La bourse était à moi. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Il ne s'agissait pas seulement d'une autre offre d'emploi ou d'une nouvelle étape dans ma carrière, mais de tout ce pourquoi j'avais travaillé, de tout ce pourquoi je m'étais discrètement sacrifié. Cela signifiait que l'on me reconnaissait à ma juste valeur, pour ce que je pouvais faire, et pas seulement comme la fille de quelqu'un ou l'ombre d'Emma. C'était ma chance de m'affranchir de l'entreprise familiale, des années passées à jouer le rôle de la personne fiable qui s'occupait de tout pour tous les autres. Je me suis éloignée de ce rôle lorsque j'ai réalisé que j'avais passé trop de temps à être ce qu'il voulait bien que je sois, et pas assez de temps à découvrir qui j'étais par moi-même. Cette bourse n'était pas seulement un changement de carrière, c'était mon avenir, enfin, entre mes mains, et je ne devais rien à personne d'autre qu'à moi-même. Mais alors que l'excitation commençait à se faire sentir, j'ai réalisé qu'il restait une dernière étape à franchir. Un moment que j'avais repoussé pendant des mois, voire des années. Celui où j'allais enfin faire face à la vérité et affronter mes parents, non seulement à propos des prêts, mais aussi à propos de tout ce que j'avais enduré en silence. Les années passées à essayer de gagner leur approbation, le sentiment constant d'être invisible. Il ne s'agissait pas seulement d'une conversation, c'était ma chance d'entrer dans ma propre vie et d'arrêter de les laisser définir ma valeur. Ils avaient besoin de voir la femme que j'étais devenue, la femme qui avait réussi sans leur aide. Pas la fille qu'ils avaient manipulée, pas celle qu'ils avaient ignorée. Ils devaient comprendre que je n'étais plus cette fille, que j'avais dépassé le rôle qu'ils m'avaient attribué. Je les ai appelés, je leur ai dit de venir. C'était le moment. Lorsqu'ils sont arrivés, la tension était palpable. Ma mère a été la première à entrer, son habituel sourire confiant n'apparaissant pas. Mon père suivait, la posture raide, comme s'il savait déjà que cette conversation n'allait pas être agréable. Ils me regardèrent tous les deux attendant un salut ou une plaisanterie, mais je restais là, calme. Je m'étais préparée à ce moment depuis si longtemps, et maintenant, je ne ressentais pas le besoin de crier, de me déchaîner. Je n'étais pas en colère, plus maintenant. Au lieu de cela, je les ai simplement regardés dans les yeux et j'ai dit « Vous ne pensiez pas que je pouvais le faire toute seule. Vous pensiez que j'avais besoin de vous et d'Emma pour réussir. Mais ce n'est pas le cas. J'ai réussi toute seule. » Il y eut un silence. Ma mère cligna des yeux, ne sachant que répondre. Mon père se déplaçait mal à l'aise, les lèvres serrées. Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a marmonné quelque chose comme quoi il était fier de moi. Mais ce n'était pas sincère. C'était vide, comme s'il était trop tard pour que ces mots signifient quoi que ce soit maintenant. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais plus besoin de leur approbation. La vérité était là, et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne me souciais plus de savoir s'ils comprenaient. J'avais construit cette vie pour moi-même, et rien de ce qu'ils pourraient y dire n'y changerait rien. Ils sont restés là, stupéfaits par les mots que j'avais prononcés, par la femme que j'étais devenue. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir enfin pris le contrôle de mon histoire. Lorsque j'ai quitté cette conversation, il n'y a pas eu de précipitation ni d'explosion dramatique. Je n'ai ressenti qu'un soulagement discret, un poids que je ne m'étais pas rendu compte que je portais sur mes épaules.
Dès que mes parents sont partis, je me suis assise à mon bureau et j'ai respiré profondément. J'avais réussi. Toutes les années passées à être leur arrière-pensée, toutes les années passées à rechercher leur approbation, ces jours-là étaient au révolu. Les prêts? Remboursés. Les dettes? Elles ont disparu. Le stress lié à la lutte constante pour rester à flot n'était plus mon fardeau. Et la bourse? Sécurisée. J'avais travaillé pour cela. Pas d'aumône. Personne d'autre que moi ne peut être remercié. Mais le plus important, j'avais construit ma vie selon mes conditions, pas les leurs. Emma avait peut-être les avantages, la facilité, les éloges constants, mais j'avais quelque chose qu'elle ne pouvait pas me prendre, la force, la résilience, la capacité de me débrouiller seule, de m'épanouir sans dépendre de personne d'autre que moi. Et cela m'a rendue fière. Fière comme je ne l'avais jamais été auparavant. Je n'avais plus besoin de faire mes preuves. J'avais fait ce que j'avais décidé de faire. L'approbation de mes parents n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était que j'avais trouvé ma propre voie. Une voie où je n'avais à répondre aux attentes de personne d'autre que les miennes. J'ai réfléchi à ce que j'étais devenue, au chemin parcouru. J'étais libre, libérée de l'emprise des attentes familiales, libérée de la comparaison constante avec Emma, du cycle sans fin de la vie dans son ombre. Mes parents ne pouvaient pas m'enlever cela. Pendant des années, ils ont essayé de me modeler comme ils le voulaient, mais j'ai refusé de me plier. Et maintenant, j'étais là, prospère, indépendante et confiante. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de contrôler la situation. La vie que je construisais était la mienne, complètement à moi. Et j'avais fini de regarder en arrière. Avec le recul, je me rends compte que la dette que j'avais contractée n'était pas seulement financière, mais aussi émotionnelle. Elle s'accumulait depuis des années, non seulement sous la forme de prêts étudiants ou de factures, mais aussi en raison du poids que représentait le fait d'essayer constamment de faire mes preuves, de gagner l'approbation de mes parents. Cette dette, cette attente qu'ils avaient replacée en moi, je ne pourrais jamais la rembourser en restant dans leur ombre, en continuant à jouer le rôle qu'ils m'avaient assigné. Pendant des années, je suis restée coincée dans ce cycle. Le cycle où je ne me sentais jamais assez bien, où je n'obtenais jamais la reconnaissance ou le soutien que je méritais. Mais j'ai finalement coupé ces liens. J'avais laissé derrière moi les parties de moi-même qui avaient été façonnées par leurs attentes. La fille qui ne pouvait jamais rien faire de bien à leurs yeux, qui passait toujours après Emma, devait disparaître. Et c'est ainsi que je me suis libérée. Aujourd'hui, lorsque je regarde devant moi, je vois clairement mon avenir. C'est un avenir où je ne suis plus alourdie par leur approbation ou leur déception. Je ne ressens plus le besoin de répondre à leurs attentes ou d'être à la hauteur d'une norme qui n'a jamais été la mienne. Je n'ai plus besoin de leur approbation. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai appris que parfois, la chose la plus libératrice que l'on puisse faire est de laisser partir. Laisser partir les gens qui ne vous ont jamais vraiment vu tels que vous étiez, et laisser partir le passé qui vous maintient piégé dans le récit de quelqu'un d'autre. J'attendais toujours qu'ils me voient enfin, qu'ils reconnaissent ma valeur. Mais je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais toujours eu en moi la capacité de réussir. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a appelé pour me demander de l'argent afin de couvrir une facture médicale imprévue. Emma, elle aussi, m'a tendu la main, me demandant si je pouvais l'aider à trouver un emploi à l'hôpital où je travaillais. Elle n'avait aucune idée de tout ce qui avait changé, de tout ce que j'avais changé. Il me voyait toujours comme celui sur qui on pouvait compter pour réparer les choses. Mais cette fois, j'ai dit non. Je ne me suis pas sentie coupable. Je ne me suis pas sentie responsable. J'ai simplement dit « je ne suis plus en mesure d'aider ». C'était libérateur, non seulement parce que je pouvais enfin le dire, mais aussi parce que je savais que je ne leur devais rien. Il vaut mieux laisser certaines dettes impayées, et il est préférable de laisser certaines relations derrière soi. Sur ce, j'ai clos le chapitre, et pour la première fois, j'étais en paix. Si vous avez déjà eu des dettes émotionnelles plus longues que des dettes financières, si vous avez déjà été la personne de confiance qui a fini par dire assez, cette histoire est pour vous. J'aime. Abonnez-vous. Et partagez ceci avec quelqu'un qui s'est fait rétrécir pour maintenir la paix. Parce que parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire
et d'arrêter de vous montrer pour les gens qui ne se sont jamais montrés pour vous. Merci d'être là, et pour avoir choisi la liberté plutôt que l'approbation.